ça serait libre. T'étais pas contraint. Contraint, c'est vrai. On se l'est dit. Bon, encore une fois. Ouais, bah c'est bon. Voilà. Merci. De bande dessinée, ce vieux musique l'a visiblement inspiré. Yves Le Bacon et Fabrice Maillard ont suivi son travail pas à pas. Sourate du Louvre, 18 mois avant la publication. Composition. Ah, super. Ça, c'est chouette. Ce matin, Étienne Davodo attaque les repérages. Ouais, on peut aller à l'angle. De la cave au grenier, de jour comme de nuit, il pousse toutes les portes du musée, rencontre les gens qui y vivent. Pour l'instant, son histoire est encore bien loin. Je sais que j'ai une scène qui se passe dans cette salle, je sais où sont les personnages, je sais ce qu'ils vont se dire en gros, je sais comment ils vont se déplacer. Et à partir de là, voilà, j'ai besoin d'emmagasiner les images qui vont me permettre de reconstituer la scène. Des images, oui bien sûr, mais aussi des anecdotes. Ça, c'est une œuvre d'Henri-Joseph Ruxiel, qui n'a pas laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'art, mais qui, selon certains, a réalisé ici les plus belles fesses du Louvre. Donc évidemment, je n'ai pas résisté à l'envie de les placer dans mon livre. Le chien qui louche raconte l'histoire de Fabien, gardien au Louvre. Sa mission, faire entrer dans le musée une croûte peinte par un obscur arrière-grand-père. Qu'est-ce qui fait qu'une toile mérite d'être vue par des centaines de millions de gens du monde entier dans un cadre prestigieux comme ça? Et qu'est-ce qui fait qu'une autre va moisir misérablement dans un grenier d'une ferme lointaine? Plus que 6 mois avant la sortie, Étienne rompt sa solitude en livrant ses planches. Son éditeur lui apporte un regard extérieur, valide ses choix ou lui prodigue quelques conseils. Tu as en gros la moitié du livre. Voilà. Hein, je pense que c'est la moitié du livre. Une fois passé la porte de ce bureau, l'auteur doit laisser vivre son bébé, fruit de 2 ans de travail. Au public de décider s'il aura la carrière d'un Rembrandt, d'un Delacroix ou d'un chien qui louche. Bien. La programmation, pardon, elle a été décalée plusieurs fois parce qu'il y avait, je sais plus, les 2 journalistes tués. Bref, c'était un fait. Au bout d'un moment, je dis bon, ça va pas passer, c'est dommage, le gars a passé un temps fou là-dessus. Et puis c'est passé quand même quelques jours après la direction. Donc ouais, c'est un gros boulot pour lui, même si ça veut dire que ça dure si peu de temps. Mais non, c'est intéressant de voir comment il travaille. Donc voilà, ils sont venus à la... Voilà, pour quelques secondes, ils sont venus à Rabelais, une journée entière, tout le monde dans l'atelier. Bon, je me suis arrangé pour qu'ils croisent mon copain vigneron, ils ont loupé 3 fois le train. Ils ont pris le train, ils ne savaient pas quelle heure il était du tout. Donc, ils gardent un bon souvenir de tout ça. Je ne pense pas qu'ils aient de rancune, mais on s'est bien marré, quoi. C'était bien. Ouais. C'est très très hiérarchisé le Louvre, c'est très compliqué. Enfin, on ne fait rien sans autorisation écrite, multiples fois signée. Enfin, c'est une grosse machine. Est-ce que vous avez rencontré des conservateurs également? J'en ai rencontré quelques-uns, mais comme j'en avais pas besoin pour mon livre, j'ai pas creusé le sujet beaucoup. En fait, j'ai utilisé tous les droits qu'on m'a donnés pour le Louvre. On m'a dit que je pouvais passer une nuit au Louvre, j'ai passé une nuit au Louvre. On m'a dit que je pouvais visiter les toits, je suis allé sur les toits. Comme vous avez vu dans le reportage, on est sur les toits. Là. Je m'en suis pas servi, mais bon, on m'a dit que j'avais le droit, j'ai tout pris. Pour être sûr de ne pas regretter après. Mais mon histoire se passant uniquement au moment où c'est ouvert au public, ces choses-là, j'en ai pas eu besoin. J'ai appris qu'il y avait une crise de fétichisme du pied au Louvre, qui expliquait que les statues avaient des pieds parfois luisants. Les gens se frottaient sur les pieds des statues. On n'a pas le droit d'avoir les enfants sur les épaules, on n'a pas le droit de... Ils ont principalement le droit de veiller à ça. Donc ils se font souvent rabrouer. Les visiteurs français leur répondent souvent je fais ce que je veux, c'est mes impôts, me disent-ils. C'est toujours agréable. Les touristes étrangers sont plus respectueux. Les touristes étrangers sont plus respectueux. Ouais, globalement j'ai l'impression que... Après le Louvre, tu nous fais quoi? Je commence tout juste à m'y mettre. J'ai terminé celui-ci cet été. Après le Louvre, moi j'ai terminé un truc sur lequel je travaille depuis très longtemps avec mon camarade Joub, qui est la suite de Géronimo, les 3 volumes pour l'afficher du Puy. On en fait un 4e et dernier qui sortira au printemps. Chez qui? Chez Vent d'Ouest. Chez Vent d'Ouest. Et puis je commence tout juste à travailler sur... Alors je reviens au documentaire de cette fois-ci, sur un sujet qui sera beaucoup moins amusant que le chien qui louche, mais à mon avis qui va réserver quand même quelques séquences intéressantes.
c'est un livre que je commence pour Futuropolis et pour la revue dessinée. Enfin, la revue dessinée publiera certains chapitres, pas l'intégralité. Vous connaissez la revue dessinée? Si vous ne connaissez pas la revue dessinée, il faut l'acheter tout de suite. Tu l'as, la revue dessinée? C'est une revue donc, qui se consacre exclusivement, une trimestrielle, au reportage et au documentaire en bande dessinée. Et c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la presse bande dessinée depuis des années, de mon point de vue. Et donc voilà, je vais faire un truc pour eux. Et je commence donc un livre avec Benoît Colomba, qui est grand reporter à France Inter. Et on part faire une sorte d'enquête sur les coulisses sanglantes de la Ve République dans les années 70, où tout près du pouvoir, des juges mouraient sous les balles, des ministres se suicidaient, entre guillemets. En gros, du juge Renaud abattu à Lyon en 1975 au ministre Boulin suicidé, entre guillemets, juste avant l'accession de Mitterrand au pouvoir. Il y a une période là assez étrange où la collusion entre le milieu, le monde politique, etc. était une période bizarre. Et donc on part explorer tout ça. Donc depuis cet été, on rencontre des juges. C'est moins drôle. C'est moins drôle. On va beaucoup moins rigoler. On rencontre des gens vraiment haut en couleur. Enfin, moi, voilà, on a rencontré des gens qui sortent de prison, qui prétendent avoir fait des cambriolages pour le compte du RPR et tout ça. Enfin, il y a des mecs assez fascinants, quoi, quand même. Tu veux acheter un gilet pare-balles? Je compte sur le prescription. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est un sujet vraiment étonnant parce qu'on rencontre des gens qui nous racontent, on hésite à raconter nous-mêmes, on vérifie beaucoup de choses. On commence tout juste là, mais il y a un énorme boulot. Et donc ça sortira au moins dans 2 ans, je pense. Mais les premiers chapitres, si tout va bien, le premier chapitre, notamment celui sur le juge Renaud, sera publié dans la revue dessinée justement dans 1 an, peut-être en septembre 2014. Voilà. Tu dis, c'est-à-dire que tu travailles avec un scénariste? Je travaille avec Benoît Colomba, le journaliste. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est toujours d'avoir un œil. En fait, la revue dessinée, c'est eux qui m'ont proposé de bosser avec lui, et a priori, moi, je ne bosse pas comme ça. Alors, je choisis moi-même les sujets de mes livres, mais là, voilà, il se trouve que j'ai rencontré Benoît Colomba, que je connaissais par ailleurs, parce que j'avais lu son livre sur l'affaire Boulin, justement. C'est arrivé de façon assez curieuse. La fille du ministre Robert Boulin avait lu un de mes livres, Les mauvaises gens, je crois. Il m'avait envoyé le bouquin de Colomba en disant, ben voilà, mon père, ex-ministre de Giscard, ne s'est pas suicidé, contrairement à ce qu'on dit, il a été abattu. Un journaliste, Benoît Colomba, a fait un livre sur le sujet que j'aimerais que vous adaptiez en bande dessinée. Donc il m'envoie le livre. Je dis, le livre de Colomba est formidable, mais il est tellement formidable que je ne vois pas ce que je peux y faire de plus, à part mettre des images, mais ça ne me suffit pas, moi, pour... Donc j'ai dit que je mettais en touche et que je me remerciais pour le livre, mais je n'irai pas plus loin. Et puis voilà, des années après, on va retourner voir cette dame. Donc je vais quand même raconter mais pas sur tout un livre, sur un chapitre. Je vais quand même raconter ça. Donc Benoît Colomba bosse là-dessus depuis des années. Il bosse sur ce sujet-là depuis très très longtemps. Et donc il a les contacts nécessaires, et tant pour l'affaire du juge Renaud à Lyon en 1975 que pour les histoires autour du SAC, par exemple, le service d'action civique, qui était une sorte de service d'ordre des partis gaullistes au pouvoir à l'époque, qui a eu jusqu'au massacre de ce qu'on appelait la tuerie d'Oriol, où il y a toute une famille des membres du SAC qui a été massacrée dans le sud de la France à la fin des années 70. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, mais qui sont le socle, enfin un des socles de la Ve République. Donc c'est là-dessus qu'on parle. Le tout étant de raconter ça en bande dessinée. Et la revue dessinée pratique ça, et pratique des sortes de mariages comme ça entre des auteurs de bande dessinée, des scientifiques, des auteurs de bande dessinée, des sociologues, des journalistes. Et j'aime bien l'idée, moi, d'aller emmener la bande dessinée dans des endroits où elle ne va pas, et plus casser la gueule éventuellement, hein, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà, c'est là-dessus que je travaille pour l'instant. Juste pour dire aussi que Étienne aura une actualité en janvier, mais au cinéma cette fois-ci. Le 24 janvier sort au cinéma l'adaptation de Lulu Femme Nue. 22. Le 22 Ouais. Le 22 janvier. Il y a une avant-première lundi, mais elle est complète. Il y en aura une autre à Cholet début janvier et une à Nantes le mois prochain. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parce qu'elle a été tournée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est... Mais à Angers, oui, c'est complet. Là, ouais. Est-ce que vous trouvez que Caribien incarne bien Lulu comme vous l'aviez pensé?
Elle ressemble pas, hein. Non, elle ressemble pas. Non, donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça vous a fait de voir une femme chandelier corps? Ça c'est pour... Eh ben, il s'est passé un truc bizarre aussi avec cette histoire, c'est que il y a 4 ans à peu près, à la télévision, j'ai vu un film qui est l'adaptation d'un roman de Donald Wesley qui s'appelle Le Coup Près, un excellent roman, qui a été tourné par Costa Gavras. Et dans ce film-là, Karine Viard joue le rôle de la femme du personnage principal. Et en voyant ce film, moi, je me suis dit, voilà, si un jour le famille devait être adapté au cinéma, j'aimerais bien que ce soit Karine Viard. Un mois après, une productrice m'appelle en me disant, on aimerait bien faire votre film au cinéma, et on a pensé à Karine Viard. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, je veux bien voir. Et donc pour vous répondre, je pense que Karine Viard, elle a bien compris ce qu'était Lulu. Pas forcément la mienne d'ailleurs. La Lulu de mon livre et la Lulu du film sont deux Lulu différentes. Mais en tout cas, sur le fond, elles se rejoignent. Ça, pour moi, c'est important. C'était même le truc le plus important. À la fois, je ne voulais pas que ce soit une adaptation littérale, parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà, je voulais que ce soit autre chose, quelque chose d'à côté, qui ait un écho entre les deux, entre le film et le livre. Et c'est là-dessus que je suis tombé d'accord avec la réalisatrice, Megan Spack, que vous pourrez rencontrer lundi si vous avez eu le temps d'acheter une place au 400 coups, mais là maintenant. Et voilà, ce sont deux histoires différentes, mais les personnages sont là, tous les personnages sont là, les lieux sont là, l'esprit est là, mais le décalage entre le film et le livre est un décalage, à mon sens, positif. Voilà. C'est pas mon histoire, donc je ne vais pas non plus la revendiquer, hein. C'est un film de quelqu'un d'autre, mais qui me convient suffisamment pour que je fasse des avant-premières avec elle. Si le film m'avait déplu, simplement je leur ai laissé se démerder pour en faire la promo, c'est clair. Ils m'ont filé un petit rôle dedans, donc je ne pouvais pas... Ils m'ont bien eu. Mais en tout cas, voilà, non, c'est un film qui m'intéresse, qui me convient tout à fait, mais qui n'est pas mon histoire. Voilà. Il y a quand même une distance. C'est la fragilité de Karine Viard qui nous a... Ben, en fait, je crois qu'elle est capable de jouer ça, quoi. Elle est pas... Elle a cette attitude-là. Et puis elle est assez attentive, en fait. Elle m'a posé énormément de questions sur la façon dont Lulu, par exemple, considérait l'endroit où se passait l'histoire. Est-ce que c'est un endroit où elle est habituée à être? Est-ce qu'elle connaît les rues? Simplement pour savoir comment se comporter quand elle marche dans la rue. Parce qu'on ne se comporte pas de la même façon dans une ville qu'on connaît bien, et puis dans une ville qu'on découvre. Donc elle est très attentive à ça. Et du coup, alors c'est pas que son boulot à elle, c'est aussi le boulot de la réalisatrice, des scénaristes, mais l'ensemble fait que c'est assez respectueux. C'est pas mon livre, mais ça convient à mon livre. C'est comme ça que je le vois moi. Si vous voyez le film, vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour. Non, j'ai juste fait en sorte que tu n'aies pas une anatomie qui m'ait une base. J'ai dû m'inspirer d'un type de chien, mais que j'ai oublié, je ne suis pas vraiment chien. Ça doit être une sorte de braque, je sais pas quoi. Voilà, c'est juste pour la morphologie minimale.